Quand on pense à The Thing, on pense à ça. Un alien, de l'horreur, des chiens, du whisky, de superbes effets spéciaux, dont le magnifique brushing de Kurt Russell. On pense aussi, ai-je bien tout compris? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça tombe bien, on est là pour vous éclairer et au lance-flamme, s'il vous plaît. Ouvrez l'œil et le bon, voici notre théorie sur The Thing, le grand échiquier. Le premier plan du film est clair. La chose vient d'une autre planète. Elle maîtrise d'ailleurs à la perfection le coup de la panne, la petite futée. Mais ses talents ne s'arrêtent pas là. Pour survivre, la chose est surtout capable d'élaborer une véritable stratégie digne d'un duel aux échecs. Tout commence avec l'arrivée d'un chien, véritable cheval de Troie, qui cache sous son pelage soyeux et sa frimousse avenante la fameuse chose de l'espace, se mettant aussitôt les Américains dans la poche. Cette chose incarne une entité omnipotente que Carpenter aime particulièrement, le mal absolu. Il est viral et contamine les êtres d'une façon bien particulière. Il les dévore pour les copier, les assimiler, puis finalement prendre leur place dans le but de se propager. L'inconvénient, c'est que ça laisse des traces de confiture. Bref, cette technique n'est pas optimale. Mais la chose cache bien son jeu. Il existe une deuxième technique d'assimilation beaucoup plus fine, celle de l'ingestion cellulaire. Si une petite particule de cette chose a le pouvoir d'envahir tout un organisme, chacun de nous devrait faire ses propres repas, avec des conserves ouvertes juste avant. En clair, il suffit d'avaler une cellule extraterrestre pour être contaminé. On comprend mieux pourquoi le chien essaie aussitôt de lécher le visage de Bennings. C'est pas juste pour faire gentil, non. C'est d'abord pour contaminer un humain. Cette méthode est tout simplement indétectable, car elle demande beaucoup plus de temps. Il est même probable que l'humain copié ne se rend pas compte qu'il a été transformé. Eh oui, la chose est franchement fourbe. Elle planifie donc sa stratégie en jouant sur les deux tableaux. La copie directe, qui lui donne des pions à court terme, et la copie par contamination cellulaire, qui va se révéler décisive sur le long terme. Regardez bien sa tactique. D'abord, la chose crée un premier pion. Elle prend possession de quelqu'un, qu'on devine par la suite être Palmer. On voit bien que le chien est entré dans sa chambre dans ce plan. D'ailleurs, son retournement est bien étrange, comme s'il venait de se faire surprendre. Dans un deuxième temps, la chose attire l'attention du groupe en sacrifiant un autre pion. Cela permet à la chose, sous forme de Palmer, de récupérer les clés du local médical tombé à terre dans la panique générale. Elle peut alors vider les poches de sang, rendant impossible le premier test de dépistage et générant au passage une paranoïa dans le groupe. La chose a 2 coups d'avance sur les Américains. Échec et mat. Tricher, garce. Cette tactique est bien connue des joueurs d'échecs. D'ailleurs, l'assimilation des êtres par la chose rappelle justement le pion qui mange l'ennemi en prenant sa place sur le plateau. Aux échecs, les blancs et les noirs s'affrontent. Cette dualité chromatique est présente partout dans le film. La station noire sur fond blanc ou le chien noir et blanc également. La disposition des personnages dans le cadre évoque fortement les pions alignés sur le plateau du jeu d'échecs. De même, le casting est composé d'acteurs blancs et d'acteurs noirs. Mais les repères sont bien judicieusement brouillés. C'est une partie à l'aveugle. On ne voit pas les pions. Et pourtant des pions, il y en a. Le premier à engager la partie est le chien. Regardez bien ses déplacements. Il est obligé de sauter de trou en trou pour pouvoir avancer, comme le cavalier des échecs. Un cavalier de l'Apocalypse, ou un cheval de Troie qui débarque dans le camp des chercheurs américains. Un autre personnage peut être considéré comme le fou. Il s'agit du personnage de Blair. Ce chercheur comprend très vite la situation. Il comprend aussi que plusieurs personnes ont déjà été contaminées, dont lui-même, très probablement pendant l'autopsie du chien, quand il touche sa lèvre avec son crayon infecté et qu'il passe sa langue dessus juste après. Il n'a donc que très peu de temps pour agir avant de devenir lui-même la chose. Il saccage alors la radio et les moyens de locomotion, paraissant faux aux yeux des autres personnages. Nous avons besoin de Blair. Il n'a plus sa tête, mon vieux. Une autre personne se déplace comme une tour d'échecs, glissant sur le sol en ligne droite, c'est Knowles, le cuisinier. On remarque d'ailleurs que la base ressemble à un échiquier, avec ses couloirs rectilignes et ses successions de petites salles carrées, comme autant de cases dans lesquelles circulent les personnages. La chose, quant à elle, est définitivement une reine, la pièce la plus puissante du jeu. Elle se déplace dans tous les sens et a des pouvoirs que les autres n'ont pas. Et puisque Macready est le personnage principal auquel le spectateur s'identifie, et dont l'autorité est évidente, À toi de décider, Mac. il paraît logique de le considérer comme le roi. Après tout, c'est lui qui a le plus gros chapeau, qui fait d'ailleurs penser au symbole du roi des échecs. Bref, s'il meurt, la partie est perdue. On remarque d'ailleurs que la chose fait tout pour monter les autres contre lui. Elle le considère comme le pion à abattre. Vous croyez qu'il s'est changé en une de ces choses? Mais il a eu tout le temps. Et de s'y prendre pour facilement brûler. Macready est clairement un ancien soldat. Piètre stratège, il utilise surtout la politique de la terre brûlée. Même s'il tente de démasquer la chose par des tests sanguins, il a toujours un train de retard.
Tout simplement parce que la chose a une stratégie. Macready, lui, a de la dynamite. On va pas s'en sortir vivant, vous savez. Les autres personnages sont de véritables pions. Leur mort n'a pas d'importance. C'est évidemment encore plus vrai des personnages qui ont été contaminés. L'humain n'est qu'un réceptacle entre les mains de la chose. On en arrive à la fameuse scène finale. À nouveau, Macready est acculé dans un coin, comme dans la scène d'échecs virtuelle du début. Childs arrive. Qui est infecté? Qui ne l'est pas? Macready a alors ce geste qui rappelle la scène du début. Il piège son adversaire en lui offrant du whisky. Et Childs n'hésite pas à boire directement à la bouteille. Il n'a donc pas peur d'être infecté, car Childs est déjà infecté. Et c'est surtout l'utilisation de la musique qui nous dévoile que ce dernier est désormais la chose, ce que comprend Macready. Il a d'ailleurs été infecté lentement par Palmer en partageant son joint, alors que le t-shirt déchiré découvert par Knowles nous indique que Palmer a été copié brutalement par le chien. Que se passe-t-il après? Il est évident que Macready sera lui aussi infecté, tôt ou tard, qu'une équipe sera envoyée en secours et que la totale infection de l'humanité ne sera qu'une question de temps. C'est tout simplement l'apocalypse, la fin de l'humanité telle qu'on la connaît, remplacée par autre chose. Échec et mat. Le fait que The Thing soit un jeu d'échecs à grande échelle est totalement valide et intéressant, dans le sens où les jeux d'échecs, c'est l'idée de manger l'autre, c'est le fait de prendre la place de l'autre, et in fine, c'est l'idée carrément que les camps se remplacent l'un l'autre et qu'il y a une espèce de permutation. The Thing, c'est un film qui est symptomatique des années 70-80 et de l'idéologie en vogue à l'époque, chez pas mal de cinéastes issus notamment du Nouvel Hollywood. Une idéologie qui consiste à dire qu'il faut mettre en scène une paranoïa de l'hygiénisme, une volonté de se méfier de tous, et pas forcément d'un ennemi extérieur, mais plutôt d'un ennemi intérieur. Qu'il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus que du gris, et il y a une perte de repères absolument généralisée. Ce sont des choses qu'on voit chez Peckinpah, chez Michael Mann qui arrive un peu plus tard, chez Friedkin par exemple, et évidemment chez Carpenter. Il y a une espèce de nihilisme absolu qui fait que c'est compliqué d'adorer ce film à première vue, surtout quand on s'attend à quelque chose d'assez binaire. Le public n'a pas cette habitude-là, le grand public en tout cas, et il va être un peu perdu face à ce film qui te dit que finalement il est impossible de détecter les bons des mauvais. Donc le film va avoir des résultats très moyens au box-office, écrasé par exemple par un film comme E.T. de Steven Spielberg, qui sort exactement au même moment, et qui peut être perçu comme plus manichéen, même s'il ne l'est pas tant que ça. Et en 1982, on est en fait en pleine explosion de l'épidémie de sida. Et c'est une des interprétations du film potentiel, c'est que c'est une allégorie du sida en fait. Ce qui à l'époque terrifie les gens, c'est que quelqu'un qui est infecté n'a aucune marque explicite et visible du fait qu'elle est malade et qu'elle va bientôt mourir. Cette espèce de beauté dans le film, l'espèce de flamboyance finale que je trouve hyper intéressante, qui a pu desservir le film box-office, mais qui marche pour la dimension culte du film. Et Carpenter avait été contraint de tourner une autre fin, pour le coup beaucoup plus classique, où le personnage de Kurt Russell était embarqué dans un hélicoptère. Il subissait un test sanguin qui prouvait qu'il n'était pas infecté, alors que son acolyte, Childs, lui, mourait dans la base. Et là, pour le coup, le film, cette fin aurait peut-être aidé le film en termes de box-office, mais je pense que sur le long terme, ça l'aurait desservi.